Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour. Voilà, dis bonjour maintenant. Ça va? Est-ce que ça va? Bonjour Alexandra. Bonjour Monsieur Ba. Ça va? Ah, je ne vous entends pas. Non, parlez bien, sinon on devient noir là-bas. Reste. Oh, je parle ça, bien. Baby, Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va, merci et vous? Ça va, je viens de finir la présentation ça de va? Sri Lanka. Ça Ouais, va? ouais. Donc, Est-ce que tu t'entends, Django? ouais. Hein? Oui. Hmm. Bonjour. Tu n'es pas là. Mamie, Oui, on va à Aquatis. après la réunion. Non, maman, je m'ennuie.
Bonjour tout le monde. On m'entend. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Aminata, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Loire, bonjour tout le monde. Euh, je pense qu'on peut commencer puisqu'on avait, je voulais attendre un peu le temps qu'on ait plus de participants qui nous rejoignent pour commencer ce webinaire qui va être le premier d'une série de webinaires en Afrique, mais qui a déjà commencé dans les autres pays de faune, notamment en Amérique latine et aussi en Asie. Alors, je vous remercie beaucoup au nom de Feminist Opportunities Now Fund d'avoir accepté de prendre part à ce webinaire qui est vraiment très important, qui a coûté en ressources humaines, en temps, ressources financières pour comprendre vraiment quels sont les enjeux des violences basées sur le genre dans les pays de faune, quels sont les déterminants, les facteurs et surtout comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats-là pour alimenter notre travail de plaidoyer, notre travail de tous les jours. Vous avez, la plupart d'entre vous en tout cas, avez pris part à la collecte de données. Les informations que vous avez données ont permis de faire une analyse et c'est une bonne pratique de faire de redevabilité, de transparence, de partage d'informations que nous revenons vers vous pour partager ce que nous avons trouvé, ce que l'étude a pu trouver en Guinée. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons ce webinaire, le premier en Afrique, pour partager, discuter avec tout le monde, voir comment est-ce qu'on peut mettre en perspective les résultats de ce diagnostic. Ce webinaire sera facilité par Madame Maria Frias, qui est déjà en ligne. Je serai une participante comme tout le monde. Donc, Maria, je vous laisse la main pour la suite. Bonjour, chère Aminata, j'espère que ça va. Bonjour les collègues de IPPF. Bonjour tout le monde et merci de votre participation. Et merci aussi d'avoir contribué à toute la phase de collecte de données qui nous a permis en fait de rédiger cette étude comme Madame Aminata elle nous a dit et qu'on va présenter aujourd'hui. Et comme elle a aussi dit, on a déjà entamé des présentations dans des différents pays. Je viens de finir la présentation de Sri Lanka, donc j'espère que je ne vais pas donner des informations erronées. Je suis un peu formatée maintenant pays Sri Lanka. Et, mais cette semaine, on entame toutes les présentations au niveau de l'Afrique. Et donc voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les collègues de IPPF, Alejandro, vous voulez prendre la parole avant d'entamer? Non, c'est bon. Non? Juste rapidement, voilà, vous remercier à vous, toute l'équipe de consultantes qui a fait un travail très intense, comme Aminata a bien expliqué. Donc, un grand merci, en plus des organisations qui ont participé, sans lesquelles on n'aurait pas ce qu'on va vous présenter. Donc, voilà, bon webinaire à tous et à toutes. Et peut-être que c'est bien de mettre en silence les micros pendant le temps de la présentation. Et ensuite, il y aura un moment de questions-réponses où on pourra voilà, activer le micro et parler. Après qu'on parlera Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais partager la présentation que j'ai préparée, qu'en fait, c'est la présentation qu'on a fait déjà pour les autres pays, en fait, mais qui est adaptée pour votre pays, la Guinée. Donc, en fait, l'idée de cette présentation, c'est de partager avec vous un peu quelle est la méthodologie qu'on a utilisée pour l'élaboration de cette étude, un peu quelques résultats qui sont ressortis au niveau global de l'étude, et après nous focaliser sur quelques données spécifiques de votre pays, la Guinée.
On ne pourra pas rentrer trop dans les détails parce que le rapport en soi, il est très gros, c'est-à-dire il y a beaucoup de données qui sont ressorties. On a fait quand même un choix des présentations qui est surtout basé sur des données plutôt qui sont ressorties de l'enquête, mais bon, je vais vous donner plus de détails sur cela. Alors, l'étude, c'est une cartographie analytique des organisations féministes de la société civile travaillant sur les violences fondées sur les genres dans 10 pays au monde. Et voilà, je reviens sur la partie. Donc, ça, c'était un des grands challenges de l'étude parce qu'on a travaillé sur 10 pays dans des contextes socio-économiques, politiques, géographiques très différents. Et il y avait le Mexique et la Colombie au niveau de l'Amérique latine, Burkina Faso, le Niger, la Guinée, les Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, Kenya, Éthiopie en Afrique de l'Est, Sri Lanka et Bangladesh au niveau de l'Asie. La méthodologie, elle a utilisé trois phases. Une première phase de démarrage, dans cette phase, on a notamment travaillé tout ce qui est la conception de la méthodologie, les outils de collecte des données. On a utilisé trois outils. Je vais vous expliquer après comment ces outils ils ont été mis en place et qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme information. Mais grosso modo, c'était des entretiens, des focus group et la distribution d'une enquête online. Donc, je pense que vous avez contribué à la réponse et je vous en remercie pour les données partagées. Après, on a fait toute une phase de collecte des données à travers la mise en place de ces outils et enfin, on a analysé les données. Alors, pour la phase de collecte des données, et bon, en fait, pour l'élaboration de toute l'étude en général, nous étions formés par une équipe multi-pays où il y avait une coordination générale Maroc-Espagne. Moi-même, je suis basée au niveau du Maroc avec ma collègue Antonia. On a fait la coordination de cette étude et on avait un autre collègue qui était installé en Espagne, qui était chargé de toute la partie relative à l'analyse des données quantitatives et qualitatives qui sont ressorties de l'enquête. Et après, nous avions des experts et un expert, parce que elles étaient toutes des femmes, sauf au niveau du Côte d'Ivoire, bon, des expertes en genre et genre basé sur le genre. Parlons des violences basées sur le genre. Dans chaque pays, notre experte au niveau de la Guinée, c'était Madame Kadiatou Konaté, qui malheureusement ne peut pas assister avec nous aujourd'hui. Alors, la méthodologie avec beaucoup de défis et des limites. Et je pourrais dire qu'une des limites de la recherche qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé beaucoup de difficultés pour trouver des données standardisées sur la violence basée sur les gens. Et donc, c'était un peu compliqué de pouvoir utiliser des données standardisées pour chaque pays, parce que voilà, quand même, c'était un pays, c'était une étude qui touchait 10 pays, donc on voulait utiliser quand même une structure et une analyse des données basée sur les mêmes guides directrices. Et du coup, c'était un peu compliqué. Et surtout, on a eu beaucoup de difficultés pour trouver des données liées aux populations LGBTQ et des travailleurs de sexe et des personnes migrantes. De manière générale, la collecte de données dans les 10 pays, on a organisé 123 entretiens semi-structurés. Ces entretiens, on les a organisés avec des associations féministes au niveau national et international, avec des institutions gouvernementales et aussi avec des acteurs de la coopération internationale. Au niveau de la Guinée, nous avons organisé 10 entretiens, dont 5 avec des associations féministes. Les autres entretiens, ils ont eu lieu avec des institutions ou des acteurs de la coopération internationale. On a organisé un focus group au niveau de chaque pays avec une moyenne de 10 personnes par groupe, avec l'exception du Bangladesh où on n'a pas pu organiser aucun focus group et l'exception de la Guinée et du Burkina où on a organisé des focus group. Au total, dans votre pays, au niveau du Burkina, on a mobilisé 24 associations. Et finalement, il y avait le dernier outil qu'on a fait, c'était l'élaboration d'un questionnaire online qu'on a distribué pour les associations féministes travaillant dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Alors, au total, nous avons eu 310 réponses, dont 36 correspondent
à votre pays, à la Guinée. Et dans votre pays, nous avions touché 118 associations, c'est-à-dire que nous avons envoyé les questionnaires à 118 associations sur la base d'une liste préliminaire que nous avions constituée avec l'appui de nos collègues du partenariat du projet Fonds, mais aussi avec des associations qui avaient été aussi apportées par notre experte nationale. De ces 118 associations, on a eu 43 qui ont commencé les questionnaires. Après, il y a 37 qui ont passé les questions éliminatoires. Et finalement, il y a eu 37 qui ont complété, c'est-à-dire qui ont finalisé les questionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire les questions éliminatoires? En fait, nous, au niveau du questionnaire, bon, vous l'avez fait, vous savez, c'était un gros questionnaire, il y avait beaucoup de questions avec beaucoup des informations, mais au début, nous avions mis des questions qui étaient éliminatoires et qui étaient liées, en fait, il fallait que les questionnaires soient remplis par une association féministe qui a comme mandat principal la question de l'égalité et qui travaille sur la question des violences basées sur les genres. C'est-à-dire que toute institution, centre de recherche, personne individuelle, etc., qui a voulu remplir l'enquête n'a pas passé les questions, ok? Parce que voilà, ça ne faisait pas partie de la cible que nous voulions toucher à travers notre questionnaire. Alors, comme je vous ai dit, nous avons utilisé des outils quantitatifs et qualitatifs pour la réalisation de cette étude. L'étude a toute une partie d'analyse de la législation, des mécanismes, des institutions, des indicateurs, etc. Et nous avons les informations qui ont été fournies par vous à travers les entretiens et les focus group. Et on a les résultats et les données du questionnaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter notamment quelques informations ressorties du questionnaire. OK? C'est-à-dire, voilà, on est en train de suivre un format pareil dans tous les pays et comme on a une masse énorme d'informations, on a décidé de choisir quelques informations clés qui sont ressorties de l'enquête et sur laquelle on va discuter, mais bien évidemment après, on est ouvert à des questions qui pourraient sortir dans des autres sujets. Alors, de manière générale, les populations ciblées par les associations féministes qui ont répondu à l'enquête dans les 10 pays qui ont participé à l'enquête, de manière générale, sont les femmes la première cible, avec 91% des associations qui ont dit travailler principalement avec les femmes. On a un 84% des associations qui nous ont dit qu'ils travaillent avec les filles, après un 62% qui travaillent avec les enfants. Et on continue, garçons 49%, hommes 39%, et bon, et après, on a les chiffres qui suivent. Donc, voilà, on a déjà mis des informations un peu transversales. Et donc, voilà, on peut trouver qu'avec population LGBTQI, il y a un 32%, travailleuses du sexe 22%, etc. Alors, on verra après, dans votre cas, vous êtes les seuls pays où la première cible sont les filles. Et bon, vous savez très bien pourquoi. Concernant les domaines d'intervention des associations en matière de violence basée sur les genres, alors, c'est ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a plusieurs domaines qui sont importants, mais les plus, voilà, sur lesquels travaillent plus des associations qui ont participé à l'enquête, c'est tout d'abord la violence sexuelle, avec un 80,12%, suivi des violations des droits sexuels et reproductifs, 83,95%, suivi des violences physiques. Après, on a la violence physique et domestique, 74,07%. Pardon, suivi de la violence psychologique, tout d'abord, 75,31%, suivi de la violence physique domestique. Bon, et on a des autres données. Par exemple, la violence politique, on a un 38,27% de manière globale. Mais par exemple, dans le cas de la Colombie, cet type de violence, il est un peu plus élevé que dans des autres pays, chose qui s'explique par les conflits armés que le pays est en train de vivre.
Par exemple, la violence digitale online, on a constaté que c'est une violence qui est en émergence dans la plupart des pays. Il y a des pays, par exemple, moi je viens de présenter maintenant les pays Sri Lanka, donc je me rappelle très bien que c'était en 50% au niveau des Sri Lanka. Et donc voilà, il y a des pays où, par exemple, ce type de violence est en train de prendre plus de force. Après, il y a des autres types, comme par exemple les féminicides, qui, au niveau global, n'a pas beaucoup de représentation, mais qui, dans certains contextes deviennent aussi la première place. Donc voilà, ça c'est un peu de manière globale. Et effectivement, je voulais aussi souligner que la mutilation génitale féminine, au niveau global, représente seulement les 45,68%, mais on va voir après que dans le cas de votre pays, c'est une des formes de plus sévères au pays. Alors, concernant les services et activités qui sont donnés par les associations dans le domaine de la protection des victimes de violences basées sur le genre, bon, alors, on peut aussi voir que les domaines où il y a plus de pourcentage, c'est la sensibilisation aux violences basées sur le genre concernant les populations cibles, avec un 80,12%, suivi du renforcement des capacités en matière de prévention, et avec un 88,89%. Et après, on a le renforcement des plaidoyers contre les violences, donc on a un 82,72%. Alors, et si on regarde les pourcentages où il y a moins de services, on retrouve qu'on a par exemple l'hébergement pour les survivantes avec un 24,69% et on a les plaidoyers en faveur de la justice pour les femmes. Et c'est là, il a été aussi confirmé par les entretiens, mais en fait, la conclusion qu'on a ressortie et qu'on va voir un peu les liens par la suite, c'est que les associations, de manière générale, font face à un problème de mobilisation des fonds. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins cher de travailler sur des questions liées à la sensibilisation, au renforcement des capacités en matière de prévention, que travailler en matière de prise en charge des cas ou travailler en matière de plaidoyer parce que ça a besoin d'un coût plus élevé. Alors, concernant les budgets. Alors, le budget, c'est aussi un souci général dans presque tous les pays. Et on a constaté que les capacités financières des associations qui ont répondu à l'enquête sont très limitées. 70% d'entre les associations qui ont participé ont un budget inférieur à 50 000 euros par an. Et seulement 30% des associations ont des budgets supérieurs à 50 000 euros par an. Alors, on constate aussi que seulement 33% des associations disposent de moins de 5 000 euros par an et qu'en 16% n'ont pas de budget. Donc voilà, le budget est un problème généralisé. On verra après les cas de votre pays concret. Mais ce qui est intéressant, c'est que de manière aussi générale, même s'il y a un problème de budget, les 88% des associations ont affirmé qu'ils ont un local ou une place pour travailler, se réunir, rencontrer les partenaires, etc. Et concernant les capacités des associations, bon, nous avions introduit une question au niveau de l'enquête, que c'était l'accord que vous aviez avec l'affirmation mon organisation est confrontée à des problèmes structurels qui ont un impact en matière de capacité d'action, par exemple stabilité financière, diversification des financements, chiffre d'affaires, etc. Nous avions donné là un score de 1. Ça veut dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. 5, je suis d'accord. Alors, les pays qui ont plus de capacités, en fait, qui nous ont dit qu'ils sont moins d'accord avec cette affirmation, sont le Kenya, le Mexique et la Colombie. Par contre, les pays qui sont plus d'accord, c'est-à-dire ceux qui ont moins de capacités, sont ben voilà, la Côte d'Ivoire, le Sri Lanka, Burkina Faso. Vous êtes au milieu, parce qu'avec un 2,47,
Voilà, c'est un peu les résultats qui ressortent. Et alors, concernant l'environnement de travail des associations, des tendances qu'on a identifiées générales, c'est que les associations considèrent de manière générale dans tous les pays que l'environnement pour réaliser leur travail et les activités est difficile. Il n'est pas favorable au travail des associations. Et plus concrètement, la question de la sécurité a été mise en valeur comme un des risques les plus graves dans tous les pays. Et, et c'est à cause de ces risques de sécurité que les associations, vous avez aussi manifesté que vous pensez de manière générale autour du pays de l'étude que les mécanismes qui existent dans chaque pays pour assurer la protection des associations et voilà, ce n'est pas suffisant. Voilà. Et que les associations, de manière générale, font face à cyberharcèlement, menaces, violences, obstruction d'activité, etc. Et de manière générale aussi, les associations ont manifesté vouloir améliorer le niveau de mise en œuvre des mesures légales de lutte contre les violences basées sur les genres et pouvoir compter avec plus de soutien des institutions nationales. Et entre les obstacles que vous avez identifiés, il y a plusieurs, mais un des plus répandus dans tous les pays, c'est les opposants au féminisme intersectionnel qu'on peut trouver dans les différents pays et qui souvent sont des dirigeants communautaires, notamment des hommes avec des valeurs traditionnelles et conservatrices. Ça, c'est de manière générale. OK? Et ça change de pays à pays, mais c'est vrai que ces opposants existent dans tous les pays qui ont fait objet de l'étude. Et alors, concernant votre pays, la Guinée. Alors, concernant les domaines d'intervention, bah, comme on disait tout à l'heure, et comme vous le savez déjà, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, les 88% des associations de la Guinée qui ont répondu à l'enquête nous ont dit que les domaines prioritaires d'intervention, c'est les mutilations génitales féminines, suivi de la violence sexuelle, les mariages d'enfants, les mariages forcés et les violations des droits sexuels et reproductifs, suivi de la violence physique. Et voilà, les traitements d'exploitation des êtres humains, c'est les 49%. Par exemple, la violence politique, 30%. La numérique online dont je parlais tout à l'heure, c'est justement 22%. Donc, les féminicides, c'est 19%. C'est-à-dire l'économique en 43%. C'est-à-dire qu'on trouve que votre pays, et ça, je sais que vous le savez déjà, je ne viens pas vous découvrir de nouvelles choses, mais il y a des particularités par rapport au contexte qui changent un peu les tendances générales que j'ai présentées avant des autres pays qui ont fait l'objet de l'étude. Alors, concernant les services et activités qui sont les plus donnés dans les domaines de violence basée sur le genre par les associations de la Guinée, on peut voir que les services les plus aussi que vous avez dit que vous travaillez plus, c'est la sensibilisation à la violence liée à la violence basée sur le genre, 97%, suivi des renforcements des capacités en matière de droits sexuels et reproductifs, 86%, renforcement des capacités de plaidoyer contre la violence basée sur le genre, 88%, plaidoyer auprès des institutions, 78%. Et bon, après, on a des autres domaines. On peut aussi constater, comme dans les cas qu'on a vu aussi de manière générale, c'est que aussi les actions, c'est-à-dire les services et activités qui sont plus offerts par vous, sont liés aussi à la sensibilisation, renforcement des capacités, plaidoyer, etc., qui sont aussi liés à la question du budget et des financements. Et concernant les niveaux d'intervention des associations qui ont répondu à l'enquête, donc on a 68% des associations qui nous ont dit qu'ils travaillent au niveau national, au niveau régional 3%, notamment dans les régions de Kindia et Cancan, et au niveau local en 25%. Concernant la population cible, alors c'est les filles 95%, suivi des femmes 84% et les enfants. Voilà, comme je vous disais quand je présentais les données générales, vous êtes les seuls pays où les filles représentent la première
la première population cible. Concernant le nombre de bénéficiaires, 32% des associations ont dit qu'ils ont plus de 200 bénéficiaires par an, 58% moins de 100 et 11% entre 100 et 200. Concernant les populations LGBTQI, 26% nous ont dit qu'ils travaillent avec cette population et concernant les travailleurs du sexe, en 42%. Et en fait, vous avez pu le constater, c'est que l'enquête, nous avions intégré beaucoup de questions pour nous assurer une perspective intersectionnelle. Concernant les capacités financières, alors nous pouvons aussi constater que seulement 25% des associations en Guinée ont un budget annuel de plus de 50 000 euros par an. Et 28%, moins de 5 000. En 22, pas de budget. Et alors, 6% entre 10 000 et 20 000 et entre 5 000, entre 5 000 et 20 000, il y a un 6%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes de financement. Et alors, on vient voir que la coopération internationale est importante avec un 47%, mais que les gros financements des associations en Guinée, en tout cas des associations qui ont répondu à l'enquête, le financement est assuré par les membres de l'association ou par les partenaires. Alors, les membres, c'est en 86% et les partenaires en 64%. Alors, comme je viens de faire la présentation de Sri Lanka, j'ai aussi les données frais. Et là, par exemple, au Sri Lanka, on a vu que la coopération internationale, c'était le principal bailleur de fonds. C'était en 64 pour le Sri Lanka. Et par contre, le financement des partenaires et des membres, c'était très faible. Donc, ça, c'est aussi particulier à votre contexte. Alors, concernant l'impact des facteurs d'instabilité dans les activités, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une grosse réduction dans les 5 années. Bon, vous nous dites qu'il y a une grosse réduction des fonds en 84%. Vous nous dites que voilà, il y a une réduction très importante en ce qui concerne la disponibilité des fonds. Alors, en ce qui concerne le nombre de personnes assistées et la coordination, presque en 60%, vous nous avez dit qu'il y a une réduction aussi. Donc, en fait, pas aussi grand qu'en matière de disponibilité des fonds, mais quand même, on peut voir que les 5 dernières années, il y a un impact. Et les facteurs contextuels qui ont influencé, c'est notamment la pandémie de COVID-19 et l'instabilité politique. Voilà, c'est ce qui est ressorti des enquêtes, mais aussi qui a été confirmé par les entretiens qu'on a tenus. En matière de communication, et là, c'était important de souligner cette information parce que pour les projets fonds, la communication en matière de violence basée sur le genre est très importante. Et donc, du coup, dans votre cas, vous nous avez dit qu'en 83% des répondants, c'est-à-dire vous nous avez dit à 83% que vous avez une stratégie de communication. On peut voir que Facebook et la radio, dans votre cas, sont, pardonnez parce qu'il y a une erreur là, le site web, c'est dans votre cas les Facebook et les radios qui sont les secteurs qui sont plus utilisés. Alors, et ça, suivi après par Twitter, et après, bon, on a TV, articles, etc. Alors, ça, c'est intéressant parce que, bon, Facebook, c'est le premier outil de communication utilisé par tous les pays qui ont répondu à l'enquête dans tous les contextes. Mais par contre, il y a des pays où les outils de communication traditionnels comme la radio ou la télévision n'ont pas aucun impact. Mais dans votre cas, on peut voir que la radio, quand même, il a un impact important. Donc voilà, ça c'est un peu spécifique à votre contexte. Et voilà, et qui met un peu la question sur les cibles des informations et des campagnes de sensibilisation qui se font sur les sujets. Alors, en matière de capacité, alors ça c'était une question qu'on avait aussi posée pour voir un peu quels sont les domaines sur lesquels vous pensez que vous avez
vous avez plus de compétences et ceux avec lesquels vous vous sentez un peu moins fort. Donc, il y avait aussi une escale du 1 au 5. Les 5, ça veut dire les secteurs avec lesquels vous sentez que vous avez des domaines, c'est-à-dire que ce sont des compétences plus consolidées. Et donc là, on peut voir que dans votre cas, c'est mener des actions et obtenir des changements en matière de violence basée sur le genre. 3,83, suivi de la connaissance sur les violences basées sur le genre. Après, on a l'intégration de la dimension genre, la gestion des projets, etc. Et les domaines sur lesquels vous avez dit qu'il y a, bon, que les compétences sont moins fortes, c'est la mobilisation des collectes de fonds et les approches féministes intersectionnelles et la gestion des cas de survivantes. Alors, ça, c'est aussi pareil pour tous les pays. Et enfin, les conclusions générales qu'on peut tirer ou des autres données qui sont spécifiques à votre contexte, c'est comme on a déjà souligné, c'est que la Guinée est le premier pays à travailler avec des filles comme cible principale parce que la question de la mutilation féminine reste une des formes de violence les plus répandues. La Guinée est le second pays après l'Éthiopie qui travaille plus en matière de plaidoyer avec les institutions publiques, à 68%. Les associations ayant participé à l'étude sont jeunes, seulement 30% des associations ont plus de 10 ans d'expérience. Et ça, par exemple, c'est complètement le contraire de ce qu'on a vu ce matin au Sri Lanka, où 80% des associations avaient plus de 10 ans. Mais aussi, de manière générale, dans presque tous les pays de l'étude, les associations qui ont participé sont très jeunes. La principale source de financement pour vous, comme on a souligné tout à l'heure, correspond aux apports des membres des associations. Et il y a des défis divers qui ont ressorti un peu, mais qui ont été aussi confirmés au niveau des données qualitatives. C'est l'insuffisance de financement et des capacités organisationnelles, un cadre juridique insuffisant et un manque d'engagement des populations. Donc voilà, je vous en remercie pour vos écoutes. Voilà, c'est un peu général. Je voulais aussi souligner avant de finir que l'étude, au niveau des limitations que j'ai citées au début, on a travaillé avec plusieurs langues et donc l'étude finale, il est fait en anglais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quelques copies de traduction et je m'excuse pour cela. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria, pour cette étude avec beaucoup d'informations par rapport au contexte guinéen. Je pense qu'on peut maintenant ouvrir la parole, donner la parole aux participants si vous avez des questions. Alejandra, tu veux dire quelque chose? Non, pas forcément. Remercier à nouveau les organisations et les consultantes et peut-être juste encourager à la participation. C'est un moment important pour partager des questionnements. Si vous vous sentez, par exemple, identifié dans ces données, parce que ces données ne concernent que les organisations qui ont répondu, même si forcément il y a une représentativité du pays. Donc voilà, ça serait super intéressant pour nous de vous entendre un petit peu là-dessus sur à quoi ça vous fait penser. Est-ce que vous, voilà, surtout si vous vous sentez identifié, s'il y a des points qui pour vous sont importants à mettre en amont, notamment parce que nous on pensait que cette étude pourrait être utile pour vous et au niveau du plaidoyer, de votre plaidoyer par exemple national. Ce sont des données, on parlait de faire des fiches pays qui puissent voilà, alimenter votre plaidoyer et, dans le cadre de votre travail. Voilà. C'est tout. On a Fatou Soarehan qui a la Pas main de levée. soirée. Donc, allez. Oui. Merci Bonjour, bonjour. beaucoup, Alejandra. Oui, Madame Anne. Oui, comment allez-vous? Bonjour. Je vous remercie déjà de me donner la parole et aussi pour cette étude. Comme vous le savez, l'un des défis majeurs qu'on a souvent
dans nos contextes, c'est justement de manquer d'études et de données qui peuvent appuyer notre travail et particulièrement notre travail de plaidoyer. Donc, c'était vraiment de l'initiative. Après, j'ai peut-être deux questions. La première étant quelle a été en fait comment dire, la plage de calendaire de l'étude, c'est-à-dire qu'elle s'est tenue de quelle date à quelle date? Ce serait-il de savoir. Deuxièmement, est-ce qu'elle sera rendue disponible euh, enfin, assez rapidement, même si en anglais? Et troisièmement, peut-être revenir sur une des recommandations par rapport au cadre juridique. Mon impression dans le contexte guinéen des violences basées sur le genre, et j'appuie vraiment tous les résultats qui sont ressortis de l'étude, à savoir quelles sont les violences qui sont les plus prominentes, les méthodes de communication qui sont les plus utiles, euh, tout en sachant que vous avez bien précisé que le focus est sur les jeunes filles et sur des organisations qui travaillent plus avec les jeunes filles. J'ai d'ailleurs oublié de me présenter, je m'excuse. Je suis directrice exécutive d'une ONG qui s'appelle WAFRICA, Women of Africa, et aussi membre d'un groupe qu'on appelle le GRIF, le groupe de réflexion et d'influence des femmes en Guinée, mais aussi dans la sous-région Afrique. Je travaille en Guinée depuis une vingtaine d'années sur les questions de violence basées sur le genre. Et comment dire, je suis aujourd'hui un peu aussi consultante genre et droits humains sur la question des violences basées sur le genre dans le territoire guinéen et dans la sous-région. Mais une chose moi je note, c'est que dans la recommandation sur le cadre juridique, je ne sais pas si elle est alors, je ne sais pas d'où elle sort, mais si elle est une chose, j'ai envie de dire, dont on se plaint beaucoup en Guinée et qui, je pense, devrait ressortir d'autant plus. Le cadre juridique, pour moi, est assez fourni, même si on peut toujours mieux faire. Mais le problème, c'est la question de l'impunité. L'impunité par rapport aux crimes, j'appelle pas des crimes qui sont commis contre les femmes et toutes ces violences. Et donc, souvent, le cadre juridique est suffisant pour prendre en charge les offenses, mais le souci reste vraiment cette question d'impunité et de mise en application des lois. Donc, nous qui avons travaillé sur beaucoup de plaidoyers, qui avons travaillé à améliorer le cadre juridique dans ces 10 dernières années, ce qu'on déplore plus, c'est pas tant le cadre juridique, et souvent on en est presque à l'épuisement de continuer à améliorer le cadre juridique, mais c'est plus sa mise en œuvre. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si des plaidoyers doivent être faits, c'est plus au niveau réglementaire, politique, et c'est pour justement un renforcement comment dire, de l'aspect punitif de ces violences faites aux femmes. Voilà, sinon, vraiment une très belle étude et j'espère qu'on l'aura très vite à disposition parce que je pense qu'elle sera très utile à tous les acteurs de terrain que nous sommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fatou Souare Anne, pour ces interventions. Je vais laisser Maria répondre avant qu'on ne puisse prendre d'autres questions ou bien. Je suggère qu'on prenne les questions une par une et qu'on puisse répondre et de continuer après. Je vois d'autres mains levées. Parfait. Oui, Maria? Ah, pardon, j'avais compris le contraire. Et on allait attendre toutes les questions. En fait, concernant la date de réalisation de l'étude, bon, l'étude, bon, il a été lancé en juillet dernier, c'est-à-dire tout ce qui était la démarche, préparation des outils a été fait entre août et septembre. La collecte des données, distribution de l'enquête, réalisation des entretiens et des focus group a eu lieu les mois d'octobre et novembre. Et après, l'étude il a été finalisée pour le mois de février et maintenant on est en train de faire les présentations. Concernant la distribution, je ne peux pas vous répondre. Je laisse la parole aux collègues des PPF par rapport à ça. Voilà. Oui, donc par rapport à ça, nous allons partager sous peu
Donc, avec les organisations les représentants des organisations qui ont préparé au webinaire, nous allons partager le rapport et aussi le sommaire exécutif. Et c'est public. Ouais. Et par rapport à la question de l'impunité, Maria, et le cadre juridique, Alors, est-ce que vous avez pu trouver quelque chose sur ça? par rapport à l'impunité, ça, je ne peux pas vous donner une réponse spécifique. Je ne suis pas une spécifique juridique du pays. Nous, ce qu'on a fait, nous, on a essayé de collecter, en fait, quel est le cadre juridique qui existe au niveau du pays avec l'appui de notre experte au niveau du pays. Nous avons aussi pris en considération les recommandations qui ont été faites au niveau qualitatif, au niveau des entretiens, etc., dont il y a eu beaucoup qui sont ressortis justement à la question de l'impunité et à la question de la non-application des lois. Donc, moi, je retrouve que plus qu'une réponse, les documents ils devraient être utilisés, comme Alejandro l'a dit, un outil de plaidoyer pour renforcer déjà les actions qui sont mises en place et mettre en place la question, parce que c'est vrai que cette question n'est pas prise en compte dans les lois actuelles. Donc, voilà. On t'entend pas, Aminata, si tu es en train de parler. D'accord, désolée, mon micro a été coupé. Oui, tout à fait, et je peux dire même qu'on a lancé récemment un guichet pour euh, le guichet 3 de financement pour les réseaux, les consortia, alliances, etc. Et une des questions qui est ressortie un peu des propositions qui ont été soumises par les réseaux et alliances et autres de la Guinée, c'est de s'attaquer justement à ce phénomène de mise en application des lois, parce que le cadre juridique existe. La Guinée a ratifié des conventions, a défini des normes, des cadres statutaires légaux, mais il y a quand même des questions qui restent par rapport à la mise en œuvre de ces cadres-là. Et ce serait intéressant de pouvoir discuter peut-être un peu plus avec vous, euh, les organisations, avec Women of Africa, comme avec les organisations que nous avons, avec lesquelles nous travaillons en Guinée, comment prendre ou mettre en perspective cette question-là avec FON. On vous entend bien, Madame Fatou Soare-Anne, et on vous contactera certainement par rapport à cette question. Merci beaucoup. Donc là, je vois qu'il y a Monsieur Alain Collier qui avait levé la main. Monsieur Collier, votre micro est désactivé. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, moi je suis Collier Alain, je suis le directeur de l'ONG Agir pour l'enfant. Et je suis très content, j'apprécie beaucoup l'activité menée par les consultants. Et là, ils ont donné beaucoup des informations par rapport à cette question de violence basée sur le genre en Guinée. Mais ma préoccupation, ils ont parlé les ONG qui travaillent au niveau national, mais l'enquête s'est arrêtée seulement au niveau de Conakry, autour de Conakry, parce qu'ils ont parlé de Conakry et Kindia. Alors, pourquoi ils ne sont pas rentrés avec un poste sur les ONG qui sont en Haute-Guinée comme en Guinée forestière, où vraiment il y a des cas de violence, sur le cas de violence économique, le cas de violence basée sur le genre, quand je parle des mariages précoces qui se multiplient beaucoup en Guinée forestière, je parle la préfecture de Sékor, et sur les questions de violence économique où l'accès à la terre en Guinée forestière, précisément dans la zone forestière, dans la plaine des Iré-Kouré, comme dans la plaine de Yomo. Pourquoi on aimerait que ces enquêtes touchent vraiment les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, vraiment qui doivent donner beaucoup d'informations. En plus, en conclusion, quand je prends ce que les leçons tirées, quand je parle de la partie conclusion, pour moi, il y a un aspect peut-être on pourrait manquer qu'ils ont présenté dans la présentation en ce qui concerne le professionnalisme des OEC, le professionnalisme des OEC en matière de gestion des cas qui a été annoncé et en matière de prise en charge même des victimes.
nous avons vraiment des problèmes à ce niveau. J'aimerais qu'on tire ça comprenne comme l'un des points au niveau de la conclusion. Vraiment, je suis très content. Comme l'autre en a déjà parlé par rapport à comment on peut avoir les documents là qui pourraient nous en servir encore davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Collier, pour vos questions. Maria? Oui. Alors, votre première intervention, c'était intéressante parce qu'on a eu la même au niveau de la présentation qu'on a fait au niveau du Sri Lanka. En fait, concernant pourquoi les informations sont trop focalisées au niveau national et pas au niveau des régions. Et il y avait aussi une question que vous avez touchée aussi, que c'était les croisements, en fait, avec les différents types de violences et les différentes zones. Bon, alors, concernant la première chose, c'est-à-dire la question de pourquoi il y a plus d'associations au niveau national qu'au niveau régional et local, nous, bon, vous avez pu constater au niveau de la Guinée, nous avions envoyé les questionnaires à 118 associations. Et c'était des associations partout au pays. Et nous avons eu que 40, je vais vous dire les données exactes pour ne pas vous dire une. Et nous avons eu finalement 36 réponses. Donc, c'était un défi pour nous, avoir des réponses de tous les territoires. Et nous, on a fait quand même un effort à travers notre experte qui était sur le terrain pour assurer d'avoir les maximums d'informations et avoir les maximums des associations qui répondent à l'enquête. Et par contre, vous pouvez voir qu'il y a un décalage entre les noms des associations qui ont été touchées au devis et celles qui ont répondu. Plusieurs facteurs peuvent nous faire intervenir, mais les données nous montrent que celles qui ont répondu sont celles qui travaillent au niveau national, qui probablement sont celles qui ont plus d'accessibilité à l'information, etc. Donc, on reste un peu sur les problèmes de toucher celles qui sont plus petites et qui sont un peu dans les zones plus isolées, que c'était une question que nous, on s'est posée au début de l'enquête. Mais vraiment, on a essayé de pouvoir remplir la plupart d'informations et ce n'était pas possible. Voilà, ça c'est une part. Une autre part, c'est les questionnaires qu'on a distribués, c'était les mêmes pour tous les pays. Il n'y avait pas une question qui pourrait nous permettre de croiser les types de violences plus répandues en fonction de la région. Il n'y avait pas cette question au niveau du questionnaire. Donc, cette information, on ne l'a pas traitée. Par contre, ce qu'on a, et alors comme je disais, l'étude il est beaucoup plus costaud de ce qu'on vous a présenté. Il y a beaucoup de données qualitatives qui en sont ressorties au niveau des entretiens et des enquêtes et qui nous ont permis d'enrichir un peu les données qui sont ressorties du questionnaire. Là, on ne voit pas non plus des spécificités par région, mais par contre, en fonction de l'association avec laquelle on a échangé, on a eu des informations de plus sur certains types de violences dans des secteurs ou là dans des zones. Mais voilà, c'était en fonction de la réponse qui nous a été donnée par l'association. Et alors, c'était quoi l'autre question? Oui, pour les conclusions, en fait, encore, on a choisi quelques points parce qu'il y avait tellement d'informations dans les documents que finalement, bon, on a mis quelques points. Mais voilà, il pourrait y avoir bien évidemment des autres questions. Bon, je crois que j'ai touché toutes les questions. Je ne sais pas si j'ai Oui, sauté. merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Collier et Maria. Monsieur Robert Haba. Ok, bonjour à l'équipe Faune, bonjour à Aminata, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Habania Robert, directeur exécutif de l'ONG AGIF depuis Cancan. Au fait, je suis très content de participer à ce webinaire, eu égard à la connaissance que nous, proprement, nous avons sur le programme Faune depuis son premier lancement. Au fait, la présentation de ce rapport nous donne déjà une vision générale pour lequel nous avons souvent cherché, mais que nous avons des blocus du point de vue de financement, du point de vue des ressources qui puissent nous aider à aller jusqu'au bout. Effectivement, moi, je confirme que les ONG de la région de Cancan féministes qui interviennent dans le cadre de la lutte contre les VBG en Guinée ont des difficultés eu égard à plusieurs raisons. Mais vous, en tant que Faune, nous présentant ce rapport,
Et aussi, moi, je me rappelle effectivement avoir participé à cette étude parce que j'avais reçu les documents et nous avons participé au remplissage des formulaires. Ça a coupé, en tout cas pour moi. Oui, Monsieur Haba, Je voudrais on ne vous savoir entend plus. quelles organisations avec lesquelles vous êtes en train d'évoluer et qui sont en train d'évoluer avec vous sur cette enquête. Quelles sont vos attentes par rapport à ces organisations en les choisissant pour participer à ces activités? Le deuxième point sur lequel je vais intervenir, c'est au niveau du cadre juridique, effectivement. Ce cadre juridique, ce qui est très, très difficile à notre niveau, c'est l'applicabilité des textes parce que je reconnais avoir aussi participé à une des études mondiales en Guinée qui faisait objet de textes juridiques qui interdisent les VBG, dont l'applicabilité devient un problème au niveau communautaire et au niveau des organisations de la société civile. Nous disposons aujourd'hui de ce rapport qui est ici avec nous, mais nous avons effectivement des blocus à ce niveau. Ce qui reste très clair, nous aurons besoin de vous pour que nous devenions efficaces. Surtout nous, ici, dans la région de Cancan, ce blocus est beaucoup lié aux aspects religieux, aux aspects coutumiers, aux aspects d'impunité. Donc, pour que nous soyons efficaces, nous avons besoin beaucoup de votre appui, nous avons besoin de vos renforcements de capacités, nous avons besoin de votre aide pour que nous soyons efficaces. Mais nous connaissons, nous voulons le faire. Ces blocus nous barrent beaucoup de fois la route. Le troisième point sur lequel je vais intervenir, connaissant le programme Faune, parce qu'il y a le guichet 1, le guichet 2 et le guichet 3. Tout à l'heure, dans l'intervention d'Aminata, que le guichet 3 est déjà ouvert. Donc, mais nous, à notre connaissance, nous n'avons pas vu. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager ce guichet 3? Et nous qui sommes dans la région, nous puissions essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons tenter pour tenter notre chance d'intervention. Je vous remercie pour l'attente et je reste à votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Haba. Peut-être que je peux répondre à ces questions, Maria, concernant le guichet 3 et aussi par rapport aux attentes par rapport à l'étude. Donc, par rapport au guichet 3, il est fermé. C'était un guichet de financement. C'est un des mécanismes de financement du projet Fonds qui concerne le financement de réseaux, d'alliances ou de consortia. Ce guichet, l'appel à projet à candidature a été lancé depuis novembre et là, les sélections ont été finalisées. Donc là, c'est le guichet, l'appel à candidature pour ce guichet est déjà fermé. Mais nous allons quand même prendre l'opportunité de la sélection de ces réseaux-là pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en perspective certains des résultats de cette étude, surtout concernant au volet de l'accès à la justice, la mise en application des cadres juridiques, des cadres normatifs qu'il y a en Guinée. Donc ça, c'est par rapport à votre question sur le guichet 3. Par rapport aux attentes euh, de fonds à la collecte des données et ce rapport-là, nous vous remercions beaucoup encore une fois d'avoir participé à cette étude. Ça nous a permis euh, de comprendre davantage le contexte de la Guinée, de tous les projets, de tous les pays focus de fonds, mais en particulier aussi de la Guinée par rapport aux violences basées sur le genre. Et ces informations qui ont été collectées, l'analyse qui en est faite, ne vont pas rester dans le rapport. On va essayer de voir avec les organisations qui sont les partenaires de fonds en Guinée, comment est-ce qu'on peut utiliser, pas toutes, parce que vous êtes déjà en train de travailler sur certains aspects, mais comment est-ce qu'on peut utiliser certaines informations qui sont ressorties de ce rapport, qui sont très pertinentes, comment est-ce qu'on peut travailler avec les partenaires pour améliorer, pour lutter contre les violences basées sur le genre.
Donc là, ça nous donne déjà une très bonne base pour travailler dans le domaine, peut-être faire ces ressorties déjà, le cadre juridique, l'impunité, la mise en application. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, on va voir avec les partenaires déjà de fonds euh, comment mettre cela en perspective jusqu'à la fin du projet et même au-delà. Concernant vous avez aussi posé une question par rapport au... Ou bien c'était les deux questions? Maria, vous avez noté une autre Non, question? non. Moi, c'est ce que tu viens de répondre. Non, c'est bon. C'est parfait. Merci Mhm. beaucoup, Monsieur Haba. Et nous notons votre intérêt continu à fond. Nous aurons certainement l'occasion d'interagir dans le cadre de fond. Merci. Là, je donne la parole à Monsieur Abdul Baldé, qui a levé la main. Monsieur Baldé, votre micro est coupé si vous nous entendez. D'accord, en attendant que Monsieur Baldé puisse, je vois Monsieur Fernand Loy. Ah, Monsieur Baldé, vous nous entendez? Abdul Baldé, vous nous entendez? On ne vous entend pas. Alors, Monsieur Baldé, en attendant que on dirait que vous avez une connexion instable. En attendant Voilà, qu'il se rétablisse. D'accord, allez-y. moi, c'est Abdel Baldé. On ne vous entend pas. Monsieur Baldé, je suggère qu'on passe Oui, la parole à Hafsiatou Bari. voilà. En attendant, vous pouvez couper votre micro? C'est bon. Pardon, votre caméra. Peut-être que la connexion sera meilleure. Alors, Oui, allô? Monsieur Baldé? Ok, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Allez-y, on vous écoute. Oui, je suis là. Ah, ok. Oui, nous vous écoutons, nous vous Et écoutons. moi, c'est Abdul Allez-y. Baldé. Je suis le directeur exécutif de l'ONG e-éducation citoyenne située en Guinée. Ok, c'est bon maintenant. Abdul Baldé, je vis en Guinée. L'ONG e-éducation citoyenne qui a été développée ici. Déjà posé par M. Alain, c'était de voir s'il y a une organisation pour les enquêtes en quelque sorte, parce que chaque région, je dis bien que chaque région en Guinée a vraiment une disparité régionale dans les différentes enquêtes. De l'autre côté, j'ai eu à découvrir contre les mutilations génitales féminines, donc en clair, concernant la moitié, leur format d'intervention, parce que chez nous, ça ne bouge pas, les lignes en ce qui concerne les mutilations. En Guinée, s'il parle de 96% en moyenne Guinée, chez moi, et nous sommes toujours à 100%. C'est pas, et malgré qu'il y a plus de taux de participation dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, concernant les mutilations génitales féminines, si les organisations ont précisé vraiment leur format de lutte. Et j'ai vu également concernant les violences en ligne, c'est moins, et là c'est la spécialité de mon organisation. Et clairement, je remercie l'étude et toute ma question, c'est de voir sur les MGF et également sur les disparités régionales en ce qui concerne vraiment le cadre d'études, parce que chaque région a vraiment des réalités différentes de l'autre. Et quand je prends à Moyenne-Guinée, on est beaucoup plus en dessous concernant les violences que parfois les autres régions, quand on voit les enquêtes démographiques et santé qui ont été récemment faites en République de Guinée. Voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Baldé, pour ce complément. Euh,
d'information, les MGF, oui. C'est vrai qu'on a des moyennes, mais en général, dans nos contextes, chaque région a pratiquement ses spécificités. Et c'est bien pris, on a bien pris note, c'est bien que vous y travaillez déjà, même s'il n'y a pas encore d'avancée. J'espère qu'il y aura une étude parce que les mutilations génitales féminines ne touchent pas seulement la Guinée, ça touche le Sénégal, ça touche le Mali, ça touche le Burkina, ça touche la Côte d'Ivoire, qui sont des pays frontaliers. Et il y a une certaine permissibilité des frontières quand il s'agit de la pratique MGF. Ce serait bien que vous puissiez voir comment attaquer ce phénomène-là en tant que région ouest africaine et pas seulement en tant que Guinée et moyenne Guinée. Et donc peut-être que là, on va bientôt avoir des avancées. Merci, Monsieur Baldé. Monsieur Loa, donc vous dites que votre question a déjà été prise en charge. Merci bien. Hassia Toubari? Oui, bonjour à toutes et à tous. Asia Toubari, chargée de projet pour Equipop, basée au bureau de Dakar. Merci beaucoup pour cette étude. Nous, on travaille donc beaucoup à soutenir les organisations de la société civile dans leur mouvement pour faire avancer les droits des femmes et spécifiquement sur la question de santé sexuelle, les droits de la et santé de la reproduction. Et donc, c'est très intéressant de voir cette étude et de voir un peu où se situent les besoins voilà, des partenaires en Guinée, parce qu'on a quelques projets quand même dans lesquels on travaille beaucoup avec les organisations sur place. Donc, c'est bien de voir un peu où est-ce qu'on pourrait encore mieux soutenir nos partenaires. Moi, j'avais deux questions par rapport au profil des associations qui ont été ciblées. J'ai cru comprendre dans la présentation que donc il y avait 118 OSC qui avaient été touchés, mais qu'il n'y en a que 36 qui ont répondu. Et je ne sais pas si ce serait possible de préciser un peu plus le profil de ces associations, puisque nous, on fait un peu la distinction entre les organisations féministes et les organisations de femmes qui travaillent vraiment de manière générale sur la question des droits des femmes. Et donc, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un peu plus de précision sur les profils qui ont répondu sur les 36 réponses reçues. Et aussi, il me semble que voilà, le point avait été soulevé que la question de l'hébergement des survivantes et le plaidoyer en faveur de la justice sociale pour les femmes sont les deux points qui sont voilà, les deux services les moins offerts dans les 10 pays. Pour le cas de la Guinée spécifiquement, est-ce que vous avez quand même pu ressortir des éléments sur ces services-là? Est-ce que c'est un besoin qui a été exprimé par les organisations que vous avez interrogées ou pas? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Hassia Toubari. Maria? Oui, merci beaucoup. Alors, concernant les profils des associations qui ont été ciblées, bon, quand on a dit c'est un mapping des associations féministes. Bon, au début de la consultation, on avait fait beaucoup de réunions avec l'équipe Fonds pour bien définir de quoi on parle quand on parlait des associations féministes. Et donc, c'est pour ça que quand j'expliquais tout à l'heure qu'on avait mis des questions éliminatoires, c'est parce que vraiment, euh, voilà, on ne voulait pas que n'importe quelle association puisse répondre à l'enquête. Donc, ce qu'on avait défini, et c'était en fait le profil, quand on avait identifié ces 118 associations, c'était une liste qu'on avait fait en partenariat avec l'équipe Fonds et avec notre experte genre, comme je disais. C'était des associations qui avaient par objectif la promotion de l'égalité entre les sexes ou la promotion de l'égalité des genres, parce que voilà, il y avait il y a une vision intersectionnelle, c'est-à-dire au niveau de la définition, et qui travaille sur les violences basées sur le genre. Voilà, c'était les critères. Et sur cette base, on avait fait cette liste et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de réponses.
Et donc, voilà, on avait introduit des associations au niveau de tous les pays. Ce n'était pas que des associations au niveau de Conakry. Et alors, concernant la deuxième question sur l'hébergement et les plaidoyers, bon, en fait, je crois qu'il faut prendre les résultats qu'on est en train de discuter ici, il faut les prendre avec précaution parce qu'en fait, on n'a pas fait une étude spécifique sur les violences basées sur les gens au niveau de la Guinée. On a fait une étude sur les violences basées sur les gens dans 10 pays. Et donc, on avait un format standard pour les 10 pays, c'est-à-dire, ce n'était pas on a essayé quand même de collecter le maximum d'informations en fonction d'un Canva qu'on s'était fait, mais on ne pouvait pas faire une étude spécifique au niveau de chaque pays parce qu'on avait 10 pays. Et donc, c'est juste pour se mettre un peu en limite au niveau des questions qu'on posait, des informations qu'on voulait ressortir. Donc, la question, en fait, de l'hébergement, plaidoyer, etc., en fait, ça répondait à des questions générales qui ont été posées pour tous les pays sur la base des informations générales qu'on avait et qu'on voulait extraire. Donc voilà, on voulait avoir des tendances générales, mais c'est-à-dire que ce n'était pas l'objet de l'étude de rentrer dans les détails dans chaque pays de quels sont les services, quelles sont les activités de plaidoyer, accessibles, etc. Au-delà des informations générales en fonction des 46 questions, parce que quand même c'était un questionnaire assez costaud, mais comme je vous dis, dans cette question concrète que vous avez posée, on n'est pas allé au détail, en fait. Voilà. C'est parce que Ok, c'était prévu donc comme ça, en avant. désolée, Ouais. juste pour rebondir alors, juste pour la première question, alors on est bien d'accord que sur le profil, c'est vraiment les deux, enfin, le choix a été fait de travailler avec les organisations qui travaillent spécifiquement sur la question de l'égalité de sexe ou l'égalité de genre, ou qui travaillent sur les VBG. Donc il n'y a pas vraiment, vous n'avez pas cherché à voir si les organisations s'identifient comme une organisation féministe ou non. C'est ça, hein? Oui, oui, on est parti chercher. En D'accord. fait, dans la définition générale, en fait, on a intégré des associations qui travaillent avec population LGBTI, qui travaillent avec travailleurs sexuels. Oui, oui, D'accord. on avait introduit, il faisait partie de la liste. Il y a eu les pourcentages que j'ai présentés qui ont répondu, mais aussi, en fait, quand on a fait les entretiens, etc., on a tenu à intégrer une diversité, en fait, des populations cibles qui touchent. C'est-à-dire que ce n'était pas que des associations qui travaillent sur la promotion entre les sexes. Non, non, c'était avec une vision intersectionnelle. Mais la question intersectionnelle était posée de manière transversale. Voilà, Ok. voilà, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer bien, mais c'était Oui, compris oui, en ça tout va. cas, Oui, ce que oui, je voulais ça va. dire. Merci beaucoup. Ouais. Et ça, c'était pour tous Merci. les pays, pardon, à l'exception de 2 pays. On a eu des problèmes. C'était le Burkina Faso et le Niger, où là, on a dit se concentrer vraiment sur des associations qui travaillent sur la promotion de l'égalité entre les sexes. On pouvait, voilà. On a touché un peu les travailleurs du sexe, mais on n'a pas pu travailler avec des associations. On n'a pas, on les a pas pu intégrer, en fait, qui travaillent avec la population LGBT. Merci beaucoup, Maria. Merci, Askiatou Bari, pour les questions. Je vois Odile Bernadette Camara. Madame Odile Bernadette Camara, vous avez la main levée. Vous nous entendez, votre micro est coupé. D'accord. En attendant qu'elle nous rejoigne, Lamine Doumbouya, vous avez une question? Et bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez là? Oui? Oui, oui, nous vous entendons. D'accord. Donc, pour commencer, je tiens à remercier ici l'équipe de présentation sur l'outil des VBG constaté en Guinée. Chose vraiment qui continue jusqu'à maintenant de nos jours. Et pour plus clarifier, nous, c'est une association identitaire, au nom d'Africa Conseil Guinée, qui évoluons dans le domaine ici des droits de l'homme et droits des personnes ici de minorités sexuelles en quelque sorte. Et dans ce lot de minorités sexuelles ici, nous avons des personnes ici transgenres qui se qualifient ou se présentent comme des femmes en fait, par leur identité déjà et leur orientation sexuelle. Donc de ce fait-là, qui sont véritablement victimes de violences à longueur de journée, vraiment qui sont répétitifs à maintes reprises.
Et de ce fait-là, avec même le projet sur la santé mentale coordonné par GSPCC, qui nous a permis en fait de pouvoir comprendre le fait que, vu que cette minorité de personnes ici étant victimes des violences basées sur le genre, ne, ne tapait pas du point au fait de pouvoir dénoncer ces genres de violations qu'elles subissent, pas peur de certaines représailles, parce que même en Guinée ici, il y a des lois en fait qui restent quand même pas tellement pertinentes à pouvoir déclarer que RS punitif, mais dans le sens en fait où on veut comprendre que ces pratiques-là ne sont pas très adaptées ou très acceptées au sein même de la société guinéenne, parce qu'elle est, encore une fois de plus, c'est une société très conservatrice. Et de ce fait-là, Africa Council Guinée, dans toute sa splendeur en fait, au niveau de cette sphère en fait de violence de cette sphère ici de violence que ces minorités ici occasionnent en fait de monde d'être outillées sur le cas de violence basée sur les genres, dans le sens où elle va être mise à position dans le sens de pouvoir documenter ici les différents types de violences basées sur les genres que cette communauté en fait subit. Moi, je suis désolée, je n'ai pas bien compris. J'entends pas bien, en fait. Je n'ai pas bien entendu. Donc, j'ai pas, s'il y a une question, je ne l'ai pas entendu, je l'ai pas compris, en fait. Je ne l'ai pas entendu. Hmm. Pardon. Hmm. Oui, moi-même, j'ai pas entendu la question. Lamine Doumbia, vous avez une question? Vous avez fait état Oui, des difficultés et des violences dont font l'objet les transgenres, c'est ça? Et vous êtes en train de oui, c'est ça. travailler sur ça comme une organisation identitaire en Guinée, Afrique Oui, nous sommes Arc-en-Ciel. déjà oui, nous sommes déjà une association identitaire en République de Guinée ici. Donc, comme je Mhm. l'avais dit de prime abord, en fait, qui évolue dans le domaine ici des droits des personnes, enfin, des personnes issues des minorités sexuelles. Et de ce fait-là, bon, nous rencontrons certaines difficultés. Et ces difficultés-là se situent au niveau de certaines, sur le fait de pouvoir avoir ici ou mettre à la portée de cette association ici des outils dans le sens de pouvoir documenter ces différents cas de violence basée sur le genre que sont victimes, en fait, cette minorité. Et apporter ici des outils quand même permettant ou aidant ici cette association ici à pouvoir en fait freiner le fléau de violence basé sur les genres au sein même de cette communauté. Donc là, si je vous entends bien, c'est que vous avez une de vos priorités par rapport au renforcement de capacité, c'est la mise à disposition de certains outils pour prendre en compte ou lutter contre les violences basées sur le genre que subissent les personnes transgenres en Guinée. C'est ça? Oui, c'est ça, justement. OK. Euh, je profite aussi pour dire que vous faites partie des partenaires du projet FON en Guinée. Et donc, c'est quelque chose voilà, où je pense qu'on pourra discuter de ça plus longuement pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour la mise à disposition de ces outils avec FON ou avec d'autres fonds féministes qui existent ou avec d'autres partenaires. Parce que je peux le rappeler, FON a aussi pour objectif de faire un partage de capacités, de renforcer les capacités des organisations en matière organisationnelle, institutionnelle, mais aussi en matière technique, programmatique, genre, ainsi de suite. Et donc, nous pourrons avoir d'autres occasions pour discuter de cette priorité que vous avez et que vous avez déjà euh, exprimée, n'est-ce pas, Lamine Doumbia? Merci bien. Je vois Odile Bernadette Camara. Oui, je suis là. C'est Kamano. Kamano, désolée. Pour le CV, oui. Je suis désolée.
Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Odile Bernadette Kamano, secrétaire administrative de l'ONG AGIF en Guinée, précisément à Cancan. Alors, pour commencer, je vais remercier d'abord la présentatrice. Merci pour la présentation faite par rapport aux données dans les différents pays. Alors, j'ai beaucoup aimé la présentation parce que je comprends que l'élaboration de ces données permet ici aux ONG, aux OSC des différents pays de redoubler d'efforts afin d'atteindre non seulement les objectifs et ceux des bailleurs. Donc, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu ressortir ici les OSC qui sont vraiment arrivés à vos attentes, je veux dire, c'est-à-dire qui ont atteint les objectifs dans l'exécution des activités. C'est pas parce que je veux mettre un accent sur un cas de concurrence entre les OSC des différents pays, mais c'est pour que les OSC n'ayant pas atteint ici leur objectif à 100% dans l'exécution de leur activité, mais qu'ils puissent se référer par rapport aux OSC ici en première place. Donc, c'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup, Madame Kamano. Maria? Oui, bon, si j'ai bien compris la question, en fait, bon, l'objet de l'étude, ce n'était pas d'évaluer les associations, en fait, du point de vue de leur travail, c'était plutôt d'avoir un mapping, comme l'étude, voilà, de comprendre un peu quel est le contexte dans lequel les associations travaillent, quels sont les problèmes, quels sont les points forts, quels sont les domaines d'intervention, les services, quels sont les problèmes en matière. Voilà. Il n'y avait pas, l'étude, ce n'était pas en soi une évaluation, donc il n'y avait pas des objectifs à mesurer. Donc, il n'y avait pas d'attente, on n'avait pas d'attente, enfin, voilà, on n'avait pas une évaluation des attentes, ce n'était pas l'objet de l'étude. Donc, comme ce n'était pas l'objet, on n'a pas l'information que vous avez posée comme question. Voilà. Merci beaucoup, Maria. Oui, oui, oui. Donc, c'est une étude pour comprendre l'état des violences basées sur le genre, les capacités des organisations, leur domaine de travail, ainsi de suite. Mais on n'a pas fait une évaluation pour voir quel est le niveau d'impact du travail de ces organisations. Peut-être que c'est quelque chose que nous allons faire plus tard, pas seulement FON, mais avec tous les autres partenaires qui travaillent en Guinée sur le féminisme ou sur le droit des femmes. Merci bien. Fatou Soaréane, c'est une nouvelle main. Je vois qu'il y a la main levée. Vous avez une main levée? Non, c'était très rapidement par rapport à ce que notre personne disait plutôt, de préciser à notre corps défendant pour les taux de réponse en Guinée. C'est pour ça aussi que je demandais la période de l'enquête, que la Guinée était très perturbée pendant une période en termes d'accès à l'Internet. Et du coup, si l'enquête a été en ligne par ailleurs, voilà, je ne serais pas étonnée que pas mal d'organisations n'aient pas reçu nécessairement la communication par email et surtout celles qui étaient à l'intérieur du pays qui ont un accès d'autant plus limité à l'Internet. Donc ça aurait pu être une des limites de l'étude et c'est pas par un manque de volonté de la part des organisations guinéennes nécessairement, mais aussi c'est beaucoup dû à notre contexte d'accès à l'Internet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Soaréane. On vous entend bien par rapport à ce défi qui est toujours courant, je pense. Merci bien. Moussa Mara? Moussa Mara, vous avez une question? Alors, Monsieur Moussa Mara, je vois que vous avez levé la main, mais nous ne vous entendons pas.
Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend, oui. Allez-y. Alors, donc, je remercie pour la qualité de la présentation et toutes les informations qui ont été fournies. Moi, c'est Mara Moussa, je suis directeur exécutif de l'ONG ADES et je suis en même temps membre d'un collectif qu'on appelle le COSIDEF, qui est un collectif citoyen pour la défense des droits des femmes. Alors, je disais que c'était une suggestion, en fait. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas l'objet, mais je n'ai pas vu de proposition de solution par rapport à certains constats qui ont été faits. Et je me disais que vu que la consultante a un regard croisé sur ces données, en tenant compte du fait que l'étude a été faite dans d'autres pays, peut-être que dans le document que vous allez nous soumettre, c'était de faire une proposition des avancées qu'il y a dans d'autres pays et quelles sont les leçons qu'on peut peut-être utiliser ou quelles sont les expériences dans d'autres pays qu'on pourrait utiliser dans le cadre de notre pays en Guinée. Voilà, c'était vraiment ça ma suggestion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mara. Oui, Maria, vous voulez apporter une réponse à ça? Bon, et l'étude, il a été déjà fait en suivant une structure, donc il est organisé avec une partie, voilà, qui suit un peu la présentation que j'ai fait, la logique, analyse un peu comparative entre les pays. Après, il y a toute une partie d'analyse par pays. Et l'utilisation de ces informations, c'est pas moi de dire, c'est plutôt vous, je crois, de que, voilà, comment vous allez traiter ces données. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure d'une fiche pays, etc. Donc, bon, voilà, les informations sont là. Après, l'utilisation et la distribution, c'est plutôt un IPPF de décider de voir comment ils vont faire. Merci bien, euh, Maria et Moussa Mara, par rapport à cette question. Oui, nous allons partager le rapport et le sommaire exécutif, le rapport de cette étude avec toutes les informations qui ont été collectées et analysées pour les autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger, donc, et aussi pour les autres pays. Donc, vous pourrez voir comment est-ce que vous pouvez naviguer avec les informations fournies et voir quelles sont les informations qui sont pertinentes à utiliser dans le COSIDEF ou avec ADES. Merci beaucoup pour la question. Aminata, si je puis juste, merci beaucoup pour les questions. Je voulais juste, par rapport à l'utilisation, comme le dit Maria, enfin, c'est IPPF ou IPPF, mais c'est surtout vous. Enfin, ce rapport, il est à vous, vous allez le recevoir comme le résumé exécutif, et c'est à vous d'identifier en quoi il peut vous être utile. Et dans ce cadre-là, notamment pour les organisations qui travaillent dans le cadre de notre programme FON, de demander notre appui aussi pour réfléchir à comment ce rapport pourrait vous être le plus utile possible. Voilà, nous avons eu l'idée de faire des fiches pays qui puissent voilà, être facilement utilisables dans des réunions de plaidoyer avec les autorités locales, les autorités nationales et les bailleurs de fonds. Donc, ça, c'est une idée, mais vous pourriez sûrement en avoir d'autres. Donc, mais vraiment, nous, on espère qu'il vous sera utile à vous et on vous accompagnera si besoin dans ces processus. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Alejandra. Je ne vois plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alejandra, tu veux dire quelque chose ou bien les membres de l'équipe FON? Maria? Non? Bah, je vous remercie pour l'opportunité de présenter les résultats et merci pour les débats qui ont été riches, qui ont apporté de nouvelles choses. Malheureusement, on peut pas. En tout cas, moi, je ne peux pas les intégrer au niveau des rapports, mais je crois que IPPF peut utiliser certains commentaires. Merci et nous, on se retrouve demain au Burkina. Voilà. Merci. On se retrouve demain au Burkina, c'est la magie de la technologie. Et c'est dommage qu'il y ait toujours
cette fracture numérique ou bien les violences digitales. Il y en a qui l'utilisent à bon escient, d'autres pas. Merci beaucoup à tout le Merci monde. beaucoup. Merci C'était Maria, intéressant. merci Adidjatou. Alors, merci à tout le monde d'avoir, participé à la collecte de l'information, de participer à cette présentation et de contribuer avec les informations que vous avez fournies, les questions que vous avez posées. C'est une première étape. D'accord. Et maintenant, il faut le lire, le rapport, en On fait. va le partager. Maintenant, c'est 300 aujourd'hui. pages. Combien? 300, pas tous les pays. Mais la Guinée, Tous je pense les que pays. il y a une vingtaine de pages. Donc, bonne lecture à toutes et à tous. Merci beaucoup, Alejandra. Donc, nous allons partager très prochainement, d'ici demain, le rapport. Et n'hésitez pas à D'accord. l'utiliser pour vos actions de plaidoyer, pour vos actions sur le terrain dans la lutte contre les VBG. Et nous allons continuer la réflexion avec les partenaires de FON en Guinée pour voir comment vraiment, de manière efficace, mettre en perspective ces données-là. Bonne lecture, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tout le monde et merci à l'équipe Faune. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.